maintenant concentrer sur les premières propriétés de la transformée de Fourier. Et pour cela, nous allons nous placer dans le cadre LA. Donc, commençons par la définition. Nous l'avons déjà eu sur le tableau dans la première partie. Donc, on va prendre f dans L1 de RD. C'est la transformée de Fourier. Et la fonction notée, alors soit f chapeau, soit f chez nous. Les physiciens ont une habitude qui consiste à remplacer la lettre minuscule par la lettre majuscule, c'est souvent peu commode à mon goût. Et donc le transformé de Fourier est elle-même une fonction définie sur RD par f chapeau de xi. Ça va être l'intégrale sur RD de f de x e puissance moins 2i pi x scalaire xi dx. Alors le 2pi, selon les auteurs, va être ou pas être dans cette exponentielle. En EDP, on a tendance à ne pas le mettre. En signal, on a tendance à le mettre. En probabilité, on a tendance à ne pas le mettre et en plus de mettre en plus. Toutes ces définitions sont légitimes. Quoi qu'il arrive, mettre de pi ou pas de pi va créer quelques inconvénients quand on passera à la théorie L2. Le mettre va créer une petite difficulté quand on s'occupera de transformer de Fourier et de défi. Alors la première observation, c'est que ceci est bien défini puisque le module de ceci, ça c'est une exponentielle d'un imaginaire pur, c'est donc un nombre complexe de module 1. Et donc on intègre bien une fonction de L1. Fonction est intégrale, f chapeau est bien défini. On n'a pas de problème de définition. Et la deuxième chose, nous allons prendre immédiatement un exemple. Et on va prendre le même exemple que pour la convolution. On va prendre la fonction caractéristique d'un intervalle. Et ce qu'on va observer, c'est que f chapeau de xi, donc là on a une fonction d'une variable, c'est donc l'intégrale de a à b de e puissance moins 2 i pi x xi de x. Ça, c'est primitive de e puissance a x, c'est 1 sur a e puissance a x. Donc c'est e puissance moins 2 i pi x xi sur moins 2 i pi xi, pris entre a et b. Et c'est donc égal à e puissance moins 2 i pi xi moins e puissance moins 2 i pi a xi sur 2 i pi xi. Et il est un peu plus pratique de mettre ça sous une forme légèrement différente. On va mettre le e puissance
2i pi xi a plus b sur 2 en facteur, avec un moins, ici un moins. Et l'effet de ça, c'est qu'il va nous rester, on va se débarrasser de ce moins tout de suite, 2i pi xi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2i pi b moins a sur 2. En effet, quand on les met ensemble, les a par 4, xi moins e puissance 2i pi b moins a sur 2 xi. Et maintenant, on voit que c'est de la forme de puissance alpha moins e puissance moins alpha sur 2i, donc ça fait bien un sinus. Et donc on va avoir e puissance moins 2i pi xi a plus b sur 2 sinus pi b moins a xi sur pi xi. Alors il y a évidemment ce pi xi là qui va nous poser problème. Ça se calcule, mais évidemment vrai que si xi n'est pas égal à 0, sinon ici c'est faux. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour xi égale 0, on intègre 1 entre a et b, ça fait b. Et là, il y a une observation, l'une qui va être simple et l'autre qui va être un petit peu plus subtile, c'est que F chapeau est en fait continu, parce que ça c'est clairement continu, donc il est en xi égale 0, si vous faites tendre xi vers 0, ça tend vers 1, et vous utilisez l'équivalent sinus t équivalent t en 0 pour voir que ça tend vers b moins 1. Et donc F chapeau appartient à l'espace de fonction continue sur R. Et l'autre observation, c'est que ça c'est borné, donc quand on fait tendre ici vers l'infini, ça tend vers 0. Cette fonction est dans C0. Alors, juste une petite remarque, pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Parce que ça c'est la longueur AB, et ça c'est le centre de l'intervalle. Et donc, si vous introduisez la fonction sinus cardinal t égale sinus t sur t quand t égale 0, et 1 si t égale 0, alors cette fonction, elle est beaucoup mieux que juste continue, c'est infini, elle est en fait même mieux que ça encore, c'est une fonction holomorphe, puisqu'elle est développable en série entière. Alors, le résultat, c'est que ça, c'est e puissance moins 2i pi c xi sinus cardinal pi l xi, alors il faut multiplier par l. Où l, c'est la longueur de AB, et C, c'est le centre. Donc voilà pour cet exemple-là. Et ce qu'on va immédiatement en déduire, c'est le théorème de Riemann-Lebesgue. Alors en fait, traditionnellement, on ne l'appelle pas théorème de Lebesgue. Donc je vais faire pareil. Et le lemme de Riemann-Lebesgue nous dit que l'application Fourier, la f associe f chapeau, va de C1 dans C0, de L1 dans C0 de R, et linéaire continue avec f chapeau plus petit que en norme infinie, plus petit
petit que la norme F1. Alors ça se démontre très facilement. D'abord, la continuité, donc ça c'est ce qu'on a remarqué sur un exemple ici, la continuité, elle est assez facile. On prend f dans L1, on définit f de xt comme étant f de t puissance moins 2 x f de x xi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, module de f de x si on a déjà remarqué que c'était module de f de x, donc c'est une fonction de L1 qui ne dépend pas de xi. Et la deuxième chose, c'est que xi de f de x xi est continu, alors pour presque tout x, puisqu'il y a des x pour lesquels ceci pourrait être plus l'infini. Et donc, théorème de Lebesgue nous implique que f chapeau est bien continu. Et de plus, l'inégalité triangulaire nous dit que f chapeau de xi est plus petit que l'intégrale sur R de f de x xi en valeur absolue des x, et ça c'est f de x, c'est donc un f1. Alors on a presque tout démontré. On n'a pas démontré la linéarité. Mais ça c'est trivial. Et donc ce qu'on a démontré à ce stade-là, c'est que f est continu de L1 R dans l'espace des fonctions continues et bornées sur R. Or, je vous affirme que ça va dans C0. Et ceci, ben, ça va reprendre le schéma de démonstration que la convolée de LP et LP' part dans C0, moins quand P n'est pas à l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? La première observation, c'est que si on a déjà fait, c'est que la fonction caractéristique d'un intervalle est dans C0 de R. La deuxième observation, c'est que si on prend un cube et qu'on prend sa transformée de Fourier, ça c'est le produit. Je vais mettre les variables que je vais faire de xi1 d, ça c'est le produit de i égale 1 à d, et transformé de Fourier des fonctions caractéristiques coordonnées par coordonnées. Alors ça c'est juste fusion. En fait, la transformée de Fourier se tensorise. Si je reviens ici à la définition, ce qu'il faut remarquer, c'est que x1 scalaire x scalaire xi, c'est x1 xi1 x2 plus x2 xi2. Donc, la principale chose, c'est de voir que ça, c'est bien puissance de xi moins xi xi. L'exponentielle est un produit, donc si la fonction que vous intégrez est un produit, ça devient un produit variable par variable, et donc on intègre variable par variable, et ça donne ça. Et donc ça, c'est évidemment dans C0, puisque chaque coordonnée, chacun de ces trucs-là est dans C0. Par linéarité, qu'est-ce que vous allez avoir? Si f est une combinaison linéaire de fonctions caractéristiques de cubes, c'est-à-dire une fonction étagée, ça transforme une Fourier dans C0, puisque ça c'est un espace vectoriel et que ça c'est linéaire. Et que chacun de ceux-là a une transformée de Fourier dans C0.
Enfin, les fonctions étagées sont denses. Dans L1. Et C0 est fermé dans CB. Et donc, si vous prenez f égale limite quantale envers l'infini de fk, ça c'est étagé. Vous pouvez écrire f dans L1 comme étant une limite dans L1 des fonctions étagées. La transformée de Fourier étant continue, transformée de Fourier de la fonction, c'est la limite des transformées de Fourier. Ça, nous venons de voir que les fonctions étagées sont envoyées dans C0 par Fourier. Donc, C0 est enfermé, ça c'est dans C0. Et voilà la démonstration du théorème de Riemann-Lebesgue. Alors continuons maintenant par un certain nombre de propriétés élémentaires, qui sont les propriétés de commutation. Alors, on va commencer par rappeler qu'on avait noté pour A la translation de F par A. Et ça préserve évidemment L. Et donc, on peut calculer la transformée de Fourier pour AF. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est l'intégrale sur RD de f de t moins a puissance moins 2i pi xi dt. La chose évidente à faire, c'est de faire le changement de variable s égale t moins a. Et donc, ça donne intégrale sur d de f de s de puissance moins 2i pi s plus a scalaire xi. Ça, c'est S scalaire xi plus A scalaire xi. Et donc tout ceci, c'est E puissance moins 2i pi S xi, E puissance moins 2i pi A xi. Et donc ça va sortir de l'intégrale. C'est E puissance moins 2i pi A scalaire xi, transformé de Fourier de f en xi. Et donc, si j'introduis m oméga f, t, qui est E puissance moins 2i pi oméga scalaire xi, f t, je viens donc de montrer que la transformée de Fourier de tout à f, c'est m a de la transformée de Fourier de f. Première propriété, et je vais les résumer sur mon tableau ici. Tout à f de t, c'est f de t oméga. M oméga f de t, c'est E puissance moins 2i pi oméga scalaire t f de t. Et donc la première chose que nous voulions démontrer, c'est que f de f, Fourier d'une translation, c'est m a f de f, et ça s'appelle une modulation. Translation par Fourier devient une modulation. Continuons dans nos propriétés et faisons maintenant l'opération inverse. Une modulation préserve évidemment L1 et donc on peut calculer la transformée de Fourier d'une modulation. Qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est l'intégrale sur RD de puissance moins 2i pi
oméga t, f de t, puissance moins 2i pi, t scalaire xi de t. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a deux exponentielles, on peut les mettre ensemble, et quand on les met ensemble, on obtient l'intégrale sur r d, f de t, e puissance moins 2i pi, ça se met en facteur. On a un t dans chaque côté, le produit scalaire est symétrique, donc on va mettre le t du même côté. Xi plus oméga dt par linéarité dans la deuxième variable. Et que reconnaîtrons, ça c'est f de xi plus oméga. En d'autres termes, c'est la transplatée par moins oméga. Donc, translation de modulation de translation, il y a juste un signe qui change ici. Et donc ça, c'est la première propriété de symétrie qu'on a sur Fourier. C'est que ce qui se passe d'un côté va se passer de l'autre, et puis il y a une espèce de symétrie ici. Et ça va être encore renforcé si j'introduis delta lambda, lambda positif, de f de t. Alors, pour rendre ça plus symétrique, je vais mettre 1 sur lambda à la puissance d sur 2, f de t sur lambda. Alors ça, ça préserve toujours L1, mais ça a le bon goût de ne pas préserver la norme, puisqu'il y a ce facteur qui n'est pas tout à fait le bon. Mais ça préserve la norme 2. C'est une normalisation peut-être un peu étrange pour le moment. Nous verrons son intérêt un peu plus loin. Et quand je calcule la transformée de Fourier, ça s'appelle une dilatation. Qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur lambda à la puissance d sur 2, f de t sur lambda, et puissance moins 2i pi, t scalaire xi dt. Et évidemment, la première chose à faire est de poser S égale t sur lambda, et du coup, que devient dt? T c'est lambda S, et on est en dimension d, donc on va avoir d fois lambda, lambda à la puissance d, ds. Et ce lambda à la puissance d va nous donner un lambda à la puissance plus d sur 2, puisque d, bon, d sur 2, ça fait d sur 2, intégrale sur rd de f de s, de puissance moins 2 pi, et t, qu'est-ce que ça devient? Ça devient s lambda, et le lambda, je peux le mettre de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit que lambda s scalaire xi, c'est lambda s scalaire xi, c'est s scalaire lambda xi. Et je reconnais ici lambda à la puissance d sur 2, transformée de Fourier de f, prise en lambda xi. En d'autres termes, ça c'est d 1 sur lambda de f. Ça aussi, dans mon petit répertoire. Fourier d'une dilatation dans un sens donne une dilatation dans l'autre sens du Fourier. C'est là que c'est agréable d'avoir mis lambda à la puissance d sur 2. Sans ça, j'aurais un lambda à la puissance d qui arrive. Ou si j'avais normalisé dans L1, j'aurais aussi un lambda à la puissance. Alors, plus intéressant maintenant, la convolution. Si je prends fg dans L1, je vous rappelle que f convolé avec g de x, qui est l'intégrale de f de t, g de x moins t de t, est défini pour presque tout x, et donne une fonction de L1,
puisque si je mets la valeur absolue dedans, je peux la mettre dedans, et si j'intègre, Fubini va me dire que j'obtiens une fonction de N1. Bon, et du coup, je peux calculer sa transformée de Fourier. C'est donc l'intégrale sur RD, de l'intégrale sur RD de R de x t, dt, de puissance moins 2ip ici scalaire x et x, et cette exponentielle-là, je vais la mettre à l'intérieur et je vais l'écrire e puissance moins 2i pi psi scalaire x moins t, e puissance moins 2i pi psi scalaire t dx dt. Pour l'instant, je n'ai fait que mettre l'exponentielle dans cette intégrale-là et de l'écrire sous cette forme un peu exotique. Et maintenant, je vais faire Fubini que je vais devoir justifier. Ça va être une affaire de quelques secondes. Je vais faire Fubini, je vais échanger mes intégrales. Donc, je vois apparaître ici ceci fois l'intégrale sur RD de g de x moins t, e puissance moins 2i pi psi scalaire x moins t dx dt. Donc là, j'ai échangé mon ordre d'intégration. Là, c'était encore dt dx. Donc là, j'ai échangé mon ordre d'intégration. Je l'intègre maintenant d'abord en x, puis en t. Et là, il y a une chose évidente à faire, qui est d'appeler ceci y. Et quand vous faites ceci, il vous reste ici la transformée de Fourier de g en xi, puisque si c'est g à l'intégrale sur RD de g de y puissance moins 2i pi xi scalaire y dy. Et donc, ça ne dépend plus de t, ça sort de l'intégrale, il vous reste ceci qui est la transformée de Fourier de f, ici, transformée de Fourier de g en xi. Comment est-ce qu'on justifie Fubini? Étoile est justifiée parce que si je mets une intégration de la valeur absolue, je vais laisser ça, de mon exponentielle, je regarde l'écume 2i pi psi scalaire x dx dt, et bien l'exponentielle d'un imaginaire pur, et ça c'est clé dans toute l'analyse de Fourier, c'est un nombre complexe de module 1. Et donc, à nouveau, vous faites le changement de variable y, ceci, ça c'est la norme de f1, norme de g1, et donc c'est fini. Donc, Fubini parfaitement justifié, qu'est-ce que nous venons de voir? Que la transformée de Fourier, comme je vous l'avais annoncé, transforme le produit de convolution en un produit ordinaire. Voilà, très bien placé. Voilà. Donc toujours dans mon répertoire. Je vais continuer avec mes propriétés élémentaires et puis je vais. Voilà. Supposez maintenant que f soit dans C1 et dans L1 et que f' aussi soit intégrale. Et pour simplifier, je vais mettre ça je vais me placer en une variable. Et qu'est-ce qui va se passer?
commencer par calculer la transformée de Fourier de f'. C'est l'intégrale sur R de f' t e puissance moins 2 pi, une variable t xi dt. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est une intégration par partie, en intégrant ça et en dérivant ça. Et donc on va avoir f de t, e puissance moins 2 pi t xi, entre moins l'infini et plus l'infini. Moins avec ce moins, ça va donner plus. Quand je dérive l'exponentielle, j'obtiens moins 2i pi xi. Et donc, ça va sortir une intégrale sur R de f de t puissance moins 2i pi t xi dt. Et je vous affirme que ce terme-là, d'abord, il est bien défini, ça va légitimer notre intégration par partie. Le terme tout intégré existe, il est fini, c'est-à-dire que la limite en plus et en moins l'infini sont bien finies. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 2i pi xi, et là, la transformée de Fourier de f. Et donc il suffit de vérifier que la limite de ceci est bien nulle. Oui, ça c'est un nombre complexe de 1. Donc là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est dire que la limite quand t tend vers soit plus soit moins l'infini est égale à 0, et donc le terme tout intégré ici va bien être la limite en plus l'infini, ça tend vers 0, ça c'est borné, donc ça tend vers 0 en plus l'infini, moins la limite en moins l'infini, pareil, c'est 0. Alors, d'où ceci vient-il? On a dit que f était C1, donc la première chose, c'est qu'on écrit f de t avec le théorème fondamental de l'intégration, comme f de 0 plus intégrale de 0 à t de f' de s ds. Et maintenant, on a supposé que f' est dans L1, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f' de s en valeur absolue de s est finie, ça c'est une intégrale convergente. Et donc la limite quand t tend vers l'infini c'est-à-dire donc la limite quand t tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à t de f' de s ds existe. D'accord? Donc cette limite-là existe, l'intégrale de 0 à l'infini est convergente puisqu'elle est absolument convergente. Et donc, déjà, première chose, limite de f de t, quand t tend vers plus l'infini, existe. Et il faut montrer que cette limite est finie. Bon, et bien, vous avez... Je vais continuer ici. Vous avez f dans L1 et une fonction dans L1 qui a une limite à l'infini, ne peut avoir que comme limite que 0. Et donc, on va appeler A cette limite. Et puis si f a une limite, valeur absolue de f aussi. Et alors, intégrale de 0 ensuite, il existe, si A est strictement positif, il existe un grand T, donc si T est plus grand que grand T, f de T est au moins égal à A sur 2. Donc
l'intégrale de grand T en T, valeur absolue de f de t de t est plus grand que a sur 2 t moins t qui tend vers l'infini. Et ça contredit f dans L1. Et donc, limite quand t tend vers plus l'infini, t égale 0. Et évidemment, c'est totalement pareil pour moins l'infini. Et donc ça justifie d'abord que cette intégration par partie est légitime, et deuxièmement que le résultat, ça termine à 0. Bon, qu'est-ce que j'ai démontré? Je vais remettre ça dans mon répertoire. Je viens de démontrer que la transformée de Fourier du dérivé, c'est 2i pi psi à la transformée de Fourier d'une fonction. On va continuer maintenant la dernière chose, toujours avec cette idée que ce qui se passe dans un sens pour la fonction se passe dans l'autre sens pour Fourier. D'accord? Ici, et bien on va calculer la transformée de Fourier de 2i pi xi f. Ce que ça donne. D'abord, quand est-ce que ça a lieu? On va supposer que f est dans L1 et que xf est également dans L1. Comme ça, cet objet-là est bien défini et il est défini comme étant l'intégrale sur R. Ah, peut-être que j'aurais dû vous dire ce qui se passe dans plusieurs variables, hein, tout simplement. Le même raisonnement, alors il faut faire un petit peu attention, mais le même raisonnement vous dit que la transformée de Fourier, la dérivée partielle par rapport à J, vous fait sortir en 2 x. Donc ici, ça va être pareil, je fais le raisonnement en pour les fonctions d'une variable, mais ça marche exactement pareil pour les fonctions de plusieurs variables. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est d'ailleurs pas du tout la bonne façon de vous le montrer. Je vais plutôt vous faire dans le sens où on va le trouver. La transformée de Fourier, puisque f est dans L1, c'est l'intégrale sur R de f de t, e puissance moins 2i pi t xi de t. On va appeler ceci f de t xi, comme on l'a déjà fait quand on a démontré Riemann de Bell. Qu'est-ce qu'on a? On a f de t xi, en module c'est f de t, c'est dans L1. On a que xi donne f de t xi est non seulement continu, mais est en fait c'est 1 et même c'est infini. Donc le raisonnement pourra se poursuivre. Hein, je vais dire pour faire apparaître une dérivée qui plus que c'est 1. Mais une récurrence, ça pourra nous faire obtenir ce qu'on veut. Et quand je le dérive par rapport à xi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 2i pi t f de t puissance moins 2i pi t xi. Et donc le module de ça, ben c'est 2 pi valeur absolue de t f de t qui est par hypothèse une fonction de R. Et
la conséquence, c'est que je peux dériver ça et faire rentrer la dérivée à l'intérieur. Donc, le théorème de dérivation de Lebesgue nous dit que ff est dérivable et ff prime de xi, c'est la transformée de Fourier. Alors, moins, il faut faire attention, de moins 2 pi t. Bon, évidemment, ça marche en plusieurs variables. Donc, djf de f, ici, c'est la transformée de Fourier. Et il y a en moins de moins 2 pi xj tj f. Donc, à nouveau, on a une dualité. Transformée de Fourier, une dérivée, ça me donne 2 pi xj. Donc, dérivée du côté Fourier, c'est multiplié par un polynôme. Et multiplié par un polynôme, du côté Fourier, c'est dérivé. Donc, voilà une propriété essentielle. Les propriétés sont listées ici. Translaté donne une modulation. Modulation donne une translation. Dilaté donne une dilatation dans l'autre sens. Le produit de convolution donne le produit ordinaire. On pourrait écrire quelque chose dans l'autre sens. On va s'abstenir de ça pour le moment. Dérivée donne une multiplication par un polynôme et multiplication par un polynôme donne une dérivation. Alors on va utiliser cela pour un exemple qui va s'avérer fondamental. Qui est celui de la gaussienne. Alors il y a plusieurs façons de calculer la transformée de Fourier de la gaussienne. La façon la plus efficace vient de l'analyse complexe avec le calcul des résidus. Je vais vous le faire de façon non rigoureuse dans une minute. Mais la gaussienne que nous allons considérer, c'est la fonction f donnée par f de x égale e puissance moins pi x au carré, qui est évidemment dans L1, puisqu'à l'infini, vous avez une croissance extrêmement rapide, une fonction continue. Pas de problème ailleurs. Et donc, le point clé, c'est qu'il faut remarquer que f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2 pi x f de x. Et donc, f est solution d'une équation différentielle. Et l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que f' est une fonction de L1, puisque le x ici compte pour du beurre devant l'exponentielle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je prends Fourier, que je prends mon dictionnaire, je vais avoir 2i pi xi transformée de Fourier de f, ça c'est la transformée de Fourier de f', est égal à, là il me manque un i pour avoir ceci, donc je vais le mettre, je vais mettre i sur i, et donc j'ai 1 sur i transformé de Fourier de f'. Bon, je mets ce i de ce côté-là, et donc je vais avoir transformé de Fourier de f', de xi, c'est moins 2 pi xi transformé de Fourier de f. Conclusion, f de ff vérifie toutes deux l'équation différentielle
égale moins 2 pi ty. Bon, alors ça tombe bien, c'est une équation différentielle d'ordre 1 qui vérifie tout ce que vous voulez en termes de propriété de Cauchy-Lipschitz. La solution est unique. En l'occurrence, c'est la gaussienne à une constante près. Donc f de xi, c'est lambda de puissance moins 2 pi xi carré, lambda, un nombre complexe. Et comment est-ce qu'on le détermine? Ben évidemment, en calculant une valeur de f. Et la plus simple est de calculer la valeur en 0. Et la valeur en 0, c'est simplement l'intégrale. Transformer le Fourier en 0, c'est l'intégrale de la fonction. Et l'intégrale de la gaussienne, même s'il n'y a pas de Gauss ici, moins pi x au carré dx. Bon, ben, c'était dans le DM, si je me souviens bien. C'est très facile de voir que c'est 1. Le plus simple, c'est de calculer le carré et de passer en polaire. Et donc c'est 1 et conclusion. Là, je vais mettre ça. Là, transformer le Fourier de la gaussienne, ben ça en 0 ça doit valoir 1, ici ça vaut lambda, donc c'est une fonction qui est sa propre transformée de Fourier. C'est pas la seule, il y en a d'autres. Donc voilà pour les propriétés essentielles de Fourier.